Je m'appelle Manon Martin. J'ai 26 ans. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur ma famille, c'est celle-ci, l'image passe avant tout, la vérité en dernier. Et c'est toujours moi qui en paie le prix pour respecter cet ordre établi. Je n'étais pas surprise quand les gens se moquaient de moi. J'ai grandi avec ça. Les sourcils levés, les soupirs, ces regards qui disaient « fais un effort pour être comme tout le monde ». Mais rien ne m'avait préparé à ce moment précis. Un homme qui me connaissait à peine, le nouveau petit ami de ma sœur, s'est adossé à sa chaise lors d'un dîner de famille et m'a demandé si j'étais toujours au chômage, comme si c'était la chute d'une blague qu'il attendait de raconter depuis longtemps. Tout le monde a ri. Mon père a même hoché la tête comme s'il était d'accord. Et pendant un instant, j'ai failli laisser passer. J'ai failli avaler la couleuvre comme je l'avais toujours fait. Mais le truc avec l'humiliation, c'est que parfois elle vous frappe exactement quand vous avez fini de faire semblant de ne pas la sentir. Et parfois, la personne qui pense tout savoir prononce accidentellement une phrase, une seule, qui en révèle plus sur elle-même qu'elle ne l'aurait jamais voulu. Parce qu'alors qu'il continuait de parler, agissant comme s'il comprenait le monde mieux que je ne le ferais jamais, il a mentionné quelque chose qui ne collait pas. Quelque chose qui m'a coupé le souffle pendant une demi-seconde. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire devant moi. Je ne l'ai pas repris ce soir-là. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste regardé parler. J'ai laissé tout le monde profiter de son rire. J'ai attendu calmement le moment où ses propres mots lui reviendraient en plein visage. Et quand ils l'ont finalement fait, leurs visages sont devenus blêmes avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ. Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le dîner a eu lieu un dimanche soir tranquille. Je suis retourné chez mes parents avec cette oppression familière dans la poitrine, celle qui refaisait toujours surface dès que j'entrais dans leur quartier résidentiel. Leur rue ressemblait exactement à celle que j'avais quittée pour mes études supérieures. Des pelouses tondues au millimètre, des boîtes aux lettres assorties, des maisons prétendant que rien de désagréable ne se passait jamais derrière les portes. L'illusion était intacte, polie, rigide. Je me suis garé, j'ai pris une inspiration et je suis entré. Ma mère se tenait près de l'îlot central de la cuisine, disposant les assiettes comme si elle préparait une vitrine de magasin plutôt qu'un repas de famille. Elle m'a accueilli avec un sourire qui ressemblait plus à une case cochée sur une liste de tâches. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a demandé pourquoi j'arrivais si juste, comme si arriver quelques minutes avant le dîner signalait un défaut personnel profond. Je m'étais habitué aux commentaires qui oscillaient entre politesse et critique, mais ils atterrissaient toujours au même endroit, ma présence était tolérée, jamais bienvenue. Mon père était assis à table, lisant une pile de courriers, levant à peine les yeux. Il m'a salué d'un hochement de tête, l'effort minimum pour ne pas être impoli. Il n'y avait aucune chaleur, aucun signe qu'il était content que je sois là. J'ai pris ma place calmement, comme je le faisais toujours. Quelques minutes plus tard, ma sœur est entrée avec un sourire éclatant, suivi de près par son petit ami, Lucas Garnier, l'homme qui avait transformé leur monde en décor de théâtre pour son charme. C'était la première fois que je le voyais dans un cadre familial complet. Il bougeait avec une assurance qui frisait la performance, comme s'il passait une audition pour un rôle qu'il savait déjà avoir décroché. Mes parents se sont illuminés dès son entrée, leur posture se redressant, leurs expressions s'éclairant. Je n'avais pas besoin qu'on me fasse un dessin. Il était exactement le genre de gendre idéal, cadre dynamique, qu'il voulait revendiquer comme membre de la famille. Nous nous sommes assis et la conversation a coulé autour de moi plus qu'avec moi. J'écoutais ma mère poser des questions à Lucas sur sa semaine, riant trop fort à ses anecdotes banales. Mon père l'encourageait à en dire plus sur son travail à la défense, hochant la tête comme s'il comprenait chaque détail technique. Ma sœur rayonnait, ravie que les projecteurs se braquent naturellement sur Lucas sans aucun effort. Ils participaient tous à une pièce dont je ne connaissais pas le scénario, et je n'avais aucune envie de passer l'audition. Je gardais la tête baissée et me concentrais sur mon assiette, mais l'atmosphère était impossible à ignorer. Ma mère me jetait parfois un coup d'œil comme pour vérifier si je comptais contribuer par quelque chose d'impressionnant. Mon père semblait soulagé chaque fois que je restais silencieuse. La dynamique n'était pas nouvelle, mais elle semblait plus tranchante ce soir-là, comme si tout le monde s'était mis d'accord à l'avance pour que je ne gâche pas ce tableau parfait. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'attention de la table se tourne vers moi de toute façon.
C'était toujours le cas. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une tradition. Renifle ma famille avait une façon de m'inspecter sous couvert de conversation, cherchant des mises à jour qui confirmaient leurs hypothèses. Ils mesuraient le progrès en termes simples, titre de poste, promotion, salaire, étapes qu'ils pourraient mentionner lors des soirées mondaines. Tout ce qui ne rentrait pas dans ce moule était considéré comme un retour en arrière. Alors quand le moment est venu, il est venu calmement mais de manière prévisible. Lucas s'est tourné vers moi avec un regard que j'avais vu sur d'innombrables personnes qui pensaient me cerner après 2 minutes d'observation. Il m'a interrogé nonchalamment sur mon travail. Son ton était léger, presque amical, mais en dessous il y avait autre chose, un calcul, une attente que je fournisse une réponse qui renforcerait l'histoire qu'il s'était déjà construite dans sa tête. J'ai répondu simplement, sans rien offrir de plus, et j'ai regardé son expression changer subtilement. Ma mère a remué sur sa chaise, et la mâchoire de mon père s'est tendue. Ils n'ont rien dit, mais le silence suffisait à souligner leur malaise. Ma sœur évitait tout contact visuel, s'occupant avec sa fourchette. L'air devenait plus lourd, non pas à cause de ce que j'avais dit, mais à cause de ce qu'ils imaginaient que cela signifiait. Lucas a pris ce changement d'humeur comme une opportunité. Il s'est légèrement penché en arrière, m'étudiant avec une aisance qui semblait répéter. Il a commencé à parler de ses derniers projets, de son travail de consultant, de ses connexions, tissant le tout d'une manière qui le positionnait comme quelqu'un d'impressionnant, d'accompli, d'enviable. Ma famille écoutait avidement, absorbant chaque détail comme si chaque mot confirmait qu'il était tout ce qu'il voulait. Je restais assise, observant, écoutant, attendant. Rien de dramatique ne s'est passé à ce moment-là. Pas d'éclat de voix, pas de dispute, pas de confrontation. Mais la façon dont il parlait, les termes spécifiques qu'il utilisait, les organisations qu'il mentionnait en passant, quelque chose là-dedans a accroché mon attention. Pas assez pour réagir sur le champ, mais assez pour laisser une trace. Et au moment où le dessert a été servi, je savais déjà que je n'oublierais pas ça. L'ambiance a changé alors que la soirée devenait plus calme. C'est arrivé d'une manière qui semblait presque répétée, comme si la nuit avait enfin atteint la scène que tout le monde attendait. La conversation a dérivé, les assiettes se sont vidées, et les rires autour de la table se sont adoucis en un bourdonnement chaleureux. C'est alors que Lucas s'est légèrement penché en avant, scannant la pièce avec la satisfaction de quelqu'un prêt à reprendre le devant de la scène. J'ai reconnu le rythme. Il avait construit ce moment toute la soirée. Il a fait un commentaire sur l'ambition, assez vague pour sembler inoffensif, assez pointu pour atterrir exactement là où il le voulait. C'était enveloppé dans un ton léger, mais le sens sous-jacent était tranchant. Ma mère a ri la première, un rire rapide et poli, le genre qu'elle utilisait quand elle voulait encourager une certaine direction. Mon père a gloussé en signe d'accord. Ma sœur a fait un sourire retenu qui n'atteignait pas ses yeux. La remarque suivante est venue plus fluide, plus directe. Lucas a mentionné des gens qui flottent entre les projets, des gens qui prennent leur temps pour trouver un but, des gens qui n'ont pas vraiment de travail mais qui parlent comme s'ils en avaient. La table a ri à nouveau, plus fort cette fois. J'ai senti chaque son me frapper avec une piqûre familière. La moquerie déguisée en complicité. L'amusement construit sur l'hypothèse que je ne riposterai pas. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le silence avait toujours été mon bouclier, la chose qui m'empêchait de nourrir leurs attentes. Puis Lucas s'est tourné complètement vers moi. Il n'avait pas besoin de dire mon nom. L'implication était claire avant même que les mots ne soient formés. Il a demandé si j'avais encore du temps libre pendant la journée, une phrase douce qui portait le poids d'une étiquette que j'avais entendue plus d'une fois, chômeuse. C'était assez décontracté pour qu'il puisse nier toute intention, mais assez évident pour que mes parents échangent des regards entendus. Ma mère a soupiré, une petite expiration contrôlée qui suggérait qu'elle attendait ce moment. Mon père a posé sa main sur son verre, le faisant tourner lentement comme s'il se préparait à donner une petite leçon. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais à cause du schéma prévisible qui se déroulait devant moi. Ça se passait toujours ainsi. Quelqu'un sous-entendait quelque chose. Tout le monde riait, et la responsabilité de gâcher l'ambiance me tombait dessus si je réagissais. C'était un vieux script, un que nous avions joué trop de fois pour qu'il soit accidentel. Lucas a continué à parler, développant l'idée de stabilité, de succès, d'éthique de travail. Il parlait comme un conférencier s'adressant à une salle d'étudiants impatients. Ma famille écoutait avec une véritable admiration,
chaque hochement de tête renforçant la version de lui en laquelle il voulait croire. Ma sœur le regardait comme s'il était l'incarnation de tout ce qu'elle avait espéré présenter à la famille. Je le regardais avec une conscience différente, la conscience que quelque chose dans son récit poli ne collait pas. Alors qu'il passait à la description de son travail plus en détail, j'ai saisi la première irrégularité. C'était petit, presque imperceptible, le genre de détail que la plupart des gens négligeraient. Il a mentionné un type spécifique d'audit financier, un qui ne correspondait pas du tout au département où il prétendait travailler. Ça m'a paru bizarre, mais pas assez pour déclencher une réaction. Je l'ai classé silencieusement dans un coin de ma tête. Ma mère a réagi à une autre de ses déclarations avec un sourire fier, commentant que certaines personnes à table pourraient apprendre de cet état d'esprit. Mon père a murmuré son accord. L'implication n'était pas subtile. C'était le même message livré de 1000 façons différentes tout au long de ma vie, contribue plus, accomplis plus, sois plus présentable. Je suis restée silencieuse, non par faiblesse, mais parce que le silence me permettait d'étudier chaque détail sans attirer l'attention. Renifle l'assurance de Lucas grandissait à chaque minute. Il parlait de stratégie, de responsabilité, de réunions avec des cadres dirigeants. Il tapissait ses histoires de jargon et de références vagues, assez pour impressionner quiconque ne comprenait pas les termes. Mais quelque chose dans ses explications semblait trop lisse, trop curaté, comme s'il avait mémorisé des morceaux de différentes sources et les avait cousus ensemble dans un personnage qu'il voulait que les autres voient. Je ne l'ai pas contredit, je n'ai rien questionné. J'ai simplement écouté, observé, mémorisé. Au moment où le dessert a été servi, la table était entièrement acquise à l'illusion du succès de Lucas, de son intelligence, de sa stabilité. Mais sous la surface de ces mots, j'ai reconnu un motif. Des détails qui ne s'alignaient pas, des descriptions qui contredisaient les précédentes, des affirmations qui semblaient étrangement vides. Je ne savais pas encore exactement ce qui clochait, mais je savais une chose, son histoire n'était pas aussi étanche qu'il voulait le faire croire, et cette réalisation silencieuse a tout changé. Les jours qui ont suivi ont avancé avec une lourdeur inhabituelle. Je suis rentré chez moi après le dîner, me sentant vidé d'une manière qui ne s'efface pas en une nuit. C'était un épuisement, un résidu mental laissé par le fait d'avoir été poussé dans un rôle familier, celui où l'on attendait de moi que j'absorbe les rires, le jugement, les manières subtiles dont ma famille mesurait la valeur. Pourtant, cette fois, quelque chose persistait sous la surface, quelque chose de plus tranchant que l'embarras ou la frustration. C'était de la curiosité, le genre qui ne s'en va pas une fois installé. La première incohérence que j'avais remarquée pendant le dîner repassait en boucle dans mon esprit le lendemain matin, tournant doucement pendant que je préparais mon café. Lucas avait décrit des responsabilités qui n'existaient pas dans le service où il prétendait travailler, du moins pas dans la structure que je connaissais de par ma propre expérience dans les cercles du conseil en entreprise. Au début, je me suis demandé s'il avait simplement exagéré pour impressionner mes parents, mais plus j'y pensais, plus les pièces refusaient de s'emboîter. Pourtant, le soupçon seul ne suffisait pas pour poursuivre quoi que ce soit. Les gens en rajoutent tout le temps. Ce n'était pas inhabituel, mais la certitude avec laquelle il parlait, la précision performative, les grandes déclarations renforcées par une terminologie vague semblaient trop délibérées. Cela a bousculé quelque chose en moi, le sentiment qu'on ne m'avait pas montré toute l'image. Une après-midi calme est arrivée, et avec elle, l'espace pour penser clairement. Je me suis assise sur mon canapé, ordinateur fermé, téléphone silencieux, rejouant chaque détail dont je pouvais me souvenir du dîner. La façon dont ma mère se penchait quand Lucas parlait, l'admiration dans le hochement de tête de mon père, la façon dont la posture de ma sœur changeait chaque fois qu'il décrivait ses accomplissements, et tissait dans tout cela, le contraste. Leur mépris total pour moi au moment où Lucas m'a dépeinte comme quelqu'un dérivant sans direction. Cette partie n'aurait pas dû compter. J'avais depuis longtemps cessé de chercher leur validation. Mais ce n'était pas leur réaction qui restait avec moi. C'était la confiance avec laquelle Lucas livrait un récit qui changeait l'ambiance de la pièce instantanément. Un récit qu'il soutenait avec des déclarations qui ne s'alignaient pas avec ce qu'il prétendait être. Alors, j'ai commencé par l'étape la plus simple, la recherche. Je n'ai pas plongé dans quelque chose de profond ou d'intrusif au début. Au lieu de ça, j'ai cherché des informations publiques. Registre d'emploi de base, organigramme d'entreprise, nom des dirigeants, projets publiés. Rien n'était hors limite. Tout était accessible à quiconque voulait bien regarder. Et ironiquement,
les informations que j'ai trouvées n'ont pas immédiatement confirmé que quelque chose clochait. Sur le papier, tout correspondait à l'image que Lucas présentait. Mais les détails qu'il utilisait pendant le dîner n'apparaissaient nulle part. Pas dans les fiches de poste, pas dans les structures d'équipe, pas dans les résumés des initiatives en cours. C'étaient des pièces qui existaient dans des rôles différents, des divisions différentes, des bureaux entièrement différents. Même renifle là, j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être travaillait-il sur des missions transversales. Peut-être avait-il des responsabilités non listées publiquement. Peut-être enjolivait-il un peu mais restait dans le domaine de la vérité. Pourtant, plus j'examinais, plus les écarts se creusaient. Un jour plus tard, j'ai contacté quelqu'un que je connaissais d'un précédent contrat. Je n'ai pas mentionné de nom. Je n'ai pas décrit de situation. J'ai seulement posé une question générale sur le flux de travail dans la branche analytique de cette entreprise. La réponse est revenue rapidement, claire, détaillée et complètement incompatible avec l'histoire que Lucas avait partagée au dîner. C'est alors que ma curiosité s'est aiguisée en autre chose, la résolution. Je ne savais pas encore ce que je cherchais, mais je savais par où commencer. Les motifs ne se révèlent pas en un seul coup d'œil. Ils se révèlent pièce par pièce à travers des incohérences qui résonnent plus fort à mesure qu'on les remarque. Les histoires de Lucas avaient trop de bords polis, trop de phrases qui semblaient apprises plutôt que vécues, trop d'affirmations qui changeaient selon l'angle sous lequel il les présentait. J'ai passé la soirée suivante à tout revoir avec une concentration nouvelle. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas une réaction aux insultes qu'il m'avait lancées. C'était de l'instinct. Le même instinct qui m'avait guidé à travers des travaux d'analyse complexes. L'instinct qui remarquait quand quelque chose ne collait pas, même si l'écart semblait mineur. Au coucher du soleil, j'ai senti quelque chose cliquer silencieusement en moi. Lucas n'était pas juste quelqu'un qui exagérait. C'était quelqu'un qui jouait un rôle. Et quand les acteurs comptent sur des scripts, la vérité se révèle toujours au moment où ils sortent de scène. Je n'ai confronté personne. Pas ma famille, pas ma sœur, et certainement pas Lucas. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Je n'ai fait aucune allusion. J'ai simplement laissé les questions guider mes prochaines étapes, sachant que les réponses viendraient si je suivais les incohérences jusqu'à leur source. Et même si je ne le réalisais pas encore, tout ce qui a suivi a commencé par cette simple décision de regarder de plus près. L'étape suivante est venue calmement, presque sans planification, elle a commencé par un simple message à Alexandre Nguyen, quelqu'un avec qui j'avais collaboré lors d'une mission. Alexandre était le genre de personne qui se souvenait des petits détails, le genre qui pouvait retracer des informations sans laisser de traces. Ce n'était pas un ami proche, mais il respectait mon travail et faisait confiance à mon jugement. Quand je lui ai demandé s'il avait le temps de vérifier quelque chose, il n'a pas demandé pourquoi. Il a seulement demandé ce dont j'avais besoin. Je ne lui ai pas donné l'histoire complète de Lucas. Je n'ai pas mentionné ma famille, le dîner ou les insultes. Je suis resté professionnel, juste un nom, une entreprise et quelques questions vagues sur des antécédents professionnels. Alexandre a accepté de vérifier, a dit que cela pourrait prendre un jour ou deux, et c'était suffisant. J'ai fermé mon téléphone ensuite, et je me suis forcé à m'éloigner de la situation, au moins pour un moment. Mais la distance n'a pas apaisé les pensées. Je me suis retrouvé à repasser tout ce que j'avais observé récemment. Il y avait un rythme dans le comportement de Lucas. Il se présentait comme quelqu'un d'important, quelqu'un dont la présence exigeait automatiquement le respect. Les gens répondaient à cette assurance, ma famille incluse. Plus je l'étudiais, plus il devenait clair qu'il ne maintenait pas juste une image, il la protégeait. L'assurance polie, les histoires curatées, la façon fluide dont il redirigeait les questions, tout pointait vers quelqu'un qui avait répété chaque version de lui-même avant de la révéler aux autres. L'idée ne me mettait pas en colère. Elle me rendait concentré. Tard ce soir-là, Alexandre a envoyé un message disant qu'il avait trouvé quelque chose d'inhabituel dans les dépôts légaux publics. Pas illégal, pas alarmant, juste étrange. Le nom de Lucas apparaissait sur des documents liés à une petite entité de conseil enregistrée via une société de domiciliation, une sorte de boîte postale virtuelle. L'entreprise n'avait pas de site web, pas de personnel listé, pas d'historique de projet. Elle existait sur papier et nulle part ailleurs. La découverte ne m'a pas surprise, mais elle a approfondi ma curiosité. Les gens créent des micro-entreprises tout le temps.
Mais quand quelqu'un se vante de responsabilités de haut niveau dans une grande firme tout en attachant discrètement son nom à une société écran sans activité, cela soulève des questions sur ses intentions. Cela suggérait un travail parallèle, un travail qu'il ne voulait pas lier à son profil principal. J'ai demandé à Alexandre de chercher plus loin. Il n'a pas hésité. En attendant ces découvertes, j'ai continué mes propres recherches. J'ai cherché des présentations que Lucas prétendait avoir données, des conférences auxquelles il disait avoir assisté, des publications qu'il référençait. Rien n'apparaissait nulle part, pas même dans les coins épars d'Internet où les discussions professionnelles de niche sont généralement archivées. Chaque affirmation semblait propre en surface mais vide en dessous, comme une vitrine sans stock. Plus je cherchais, plus les incohérences s'empilaient les unes sur les autres. Le jour suivant, Alexandre a envoyé une mise à jour plus longue. Il avait réussi à retracer de petites transactions liées à la société écran, des dépôts irréguliers espacés sur plusieurs mois. Les renifles montants variaient, mais ils semblaient tous provenir de comptes personnels sous différents noms. Il n'y avait aucune indication d'activité commerciale légitime, pas de facture, pas de liste de fournisseurs, pas de contrat d'entreprise. Cela ressemblait à quelque chose d'informel, quelque chose construit sur des promesses plutôt que sur un produit. Et soudain, le souvenir de Lucas décrivant des engagements avec des investisseurs privés pendant le dîner a pris un sens que j'aurais préféré qu'il n'ait pas. Il ne collaborait avec personne. Il collectait discrètement de l'argent auprès de gens qui lui faisaient probablement confiance parce qu'il avait l'air assez compétent pour être cru. Je n'ai pas sauté aux conclusions. Je n'ai pas supposé d'intention criminelle, mais le schéma était clair. Lucas n'était pas la personne qu'il dépeignait, et son identité professionnelle reposait plus sur la performance que sur le travail réel. Cette réalisation n'a pas apporté de satisfaction. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. Cela ressemblait à de la clarté, une clarté froide et stable qui s'installait quelque part au fond de ma poitrine. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils n'auraient pas écouté. Pas sans preuve indéniable. Ma mère aurait rejeté cela comme de la spéculation. Mon père m'aurait dit de ne pas m'en mêler. Ma sœur aurait défendu Lucas parce que protéger l'image importait plus que d'examiner la vérité. Alors, j'ai tout gardé pour moi. J'ai examiné chaque document envoyé par Alexandre. J'ai rembobiné chaque souvenir de ce dîner. J'ai assemblé chaque détail qui n'avait pas de sens à l'époque, mais qui formait maintenant un motif cohérent. Ce n'était pas juste de l'exagération. Ce n'était pas un embellissement inoffensif. C'était une fabrication superposée soigneusement à la vérité, polie jusqu'à ce que même lui croie à son propre récit. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur ce soir-là, une chose était certaine. Quoi que Lucas construisait en coulisses, ce n'était pas stable. Ce n'était pas durable, et ce n'était pas inoffensif. Et que ma famille veuille l'affronter ou non, la vérité allait faire surface d'une manière ou d'une autre. Le faire-part de mariage est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Une enveloppe crème avec des lettres dorées est apparue dans ma boîte aux lettres, soigneusement adressée comme si la formalité pouvait tout déguiser en dessous. Je l'ai ouverte sans hésitation. Le nom de ma sœur était imprimé en haut dans une écriture élégante, associé à celui de Lucas dans une police assortie. La carte listait une date, un lieu, et une demande aux invités d'assister à une célébration de nouveau départ. Je l'ai fixée plus longtemps que nécessaire, non par sentimentalisme, mais par une conscience silencieuse de ce que l'événement allait devenir. Le lendemain, j'ai confirmé ma présence en ligne. J'ai coché « Présente », fermé mon ordinateur et laissé l'email de confirmation non lu. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Ce n'était pas guidé par la rancune ou un désir de perturber quoi que ce soit. C'était pratique. S'il devait y avoir un moment où toutes les pièces convergeraient, ce serait là. À l'endroit où les apparences comptaient le plus pour ma famille. Le silence a suivi. Mes parents n'ont pas cherché à savoir si je prévoyais de venir. Ma sœur n'a pas envoyé de texto pour partager son excitation ou des questions logistiques. Ils ont tous avancé dans leur vie comme si le dîner n'avait jamais eu lieu, comme si la distance entre nous était quelque chose de naturel plutôt que le résultat de choix faits à cette table. Le calme ne me dérangeait pas. Cela me donnait de l'espace pour penser, pour observer, pour planifier. Quelques jours plus tard, un message d'Alexandre Nguyen est apparu sur mon téléphone. Il avait trouvé quelque chose de nouveau dans les registres, quelque chose qui faisait passer la situation de suspect à grave. J'ai ouvert le fichier qu'il avait envoyé, faisant défiler les listes de transactions,
les horodatages et les tableurs qu'il avait réorganisés pour plus de clarté. Les dépôts dans la société écran de Lucas n'étaient pas aléatoires. Ils formaient un motif lorsqu'ils étaient classés chronologiquement. Les montants augmentaient progressivement, puis grimpaient en flèche, avant de se stabiliser. Ils ressemblaient à des tours de table de levée de fonds personnels mis en scène plutôt qu'à des revenus issus d'un travail légitime. La partie la plus alarmante est venue ensuite. Alexandre avait retracé 2 des paiements entrant vers des individus qui avaient déposé des plaintes par le passé concernant des investissements non restitués. Rien de majeur, rien de publiquement lié à Lucas, mais suffisant pour montrer un lien entre son activité privée et des participants mécontents. Renifle, ce n'était pas une preuve définitive d'acte répréhensible, mais cela suggérait une structure bâtie sur des promesses plutôt que sur des résultats. Je suis resté immobile après avoir lu le dossier, absorbant chaque détail avec une concentration calme qui m'a surprise moi-même. Il ne s'agissait plus seulement de le démasquer. Il ne s'agissait même plus de protéger ma famille de l'humiliation, un souci que j'avais cessé de porter depuis longtemps. Il s'agissait de reconnaître le mal qu'il était capable de causer si personne n'intervenait. Une semaine avant le mariage, le lieu de réception a envoyé un email groupé rappelant le programme aux invités. Ma sœur l'a transféré dans le groupe de discussion familiale, ajoutant un court message sur le code vestimentaire et les instructions de stationnement. J'ai répondu par un simple accusé de réception. Elle a réagi avec un emoji pouce levé, rien de plus. C'était le plus grand contact que nous avions eu depuis le dîner. Le jour du dîner de veille de mariage, j'ai reçu un autre fichier d'Alexandre. Celui-ci contenait quelque chose de différent. Des captures d'écran d'un forum en ligne où des utilisateurs discutaient d'opportunités d'investissement privé. Un profil qui correspondait au style d'écriture de Lucas apparaissait à plusieurs reprises, promouvant un projet d'écrit avec des mots à la mode mais manquant de documentation transparente. Certains utilisateurs le louaient. D'autres remettaient en question la légitimité de ses affirmations. L'un d'eux mentionnait avoir perdu une somme d'argent importante. Le post datait de près de 2 ans. C'était suffisant. Pas assez pour que les autorités agissent. Pas assez pour l'accuser publiquement sans contexte. Mais assez pour que je comprenne l'ampleur de ce qu'il tentait de construire et le danger dans lequel ma sœur s'engageait en liant sa vie à la sienne. Je n'ai pas fait de plan au sens traditionnel. Il n'y a pas eu de longues répétitions, pas de montée dramatique, pas de monologue répété. J'ai simplement tout rassemblé. Chaque document, chaque incohérence, chaque information qu'Alexandre avait découverte, et je les ai stockés dans une pochette unique. Les faits n'avaient pas besoin d'embellissement. Ils avaient seulement besoin du bon moment. Le mariage a fourni ce moment. J'ai placé la pochette sur mon bureau ce soir-là, organisée et prête. Je ne me sentais ni héroïque, ni anxieuse, ni vindicative. Je me sentais stable, ancré par la compréhension que la vérité n'a pas besoin de théâtralité. Elle n'a besoin que du bon timing. Et quand ce timing arriverait, j'avais l'intention d'être prête. Le matin du mariage est arrivé avec un calme étrange. J'ai conduit jusqu'au lieu de réception sans urgence, suivant la longue route vers le vignoble où la cérémonie devait avoir lieu. Le ciel était bas, d'un gris sourd qui ne correspondait pas aux décorations festives bordant le chemin. Renifle, les invités se déplaçaient en groupes coordonnés, ajustant leurs costumes, lissant leurs robes, riant légèrement. Je marchais seul, ne portant rien d'autre qu'une petite pochette contenant le dossier. Ce n'était pas lourd, mais sa présence manquerait. La cérémonie a commencé sans retard. Ma sœur a remonté l'allée, rayonnante, pleine d'espoir, inconsciente. Lucas attendait avec une confiance rodée, affichant un sourire qui semblait gravé sur place. Les applaudissements ont monté lorsqu'elle l'a rejoint. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été passées. Les flashs ont crépité. Tout s'est déroulé sans accroc, parfaitement, comme une performance conçue pour une vidéo souvenir. Puis est venue la réception. Les tables se sont remplies, les verres ont teinté, les conversations se sont chevauchées. Mes parents flottaient à travers la salle, saluant les invités, rayonnant de fierté. Ma sœur et Lucas ont fait leur entrée, recevant des félicitations de toutes parts. Ils ressemblaient au couple parfait, à la réussite parfaite. Et c'est peut-être pour cela que le timing semblait juste, parce que les illusions sont les plus vulnérables quand les gens y croient le plus. J'ai attendu que les discours soient terminés et que les invités commencent à dériver vers le buffet. Je me suis dirigé vers les nouveaux mariés d'un pas assuré, ni pressé,
ni hésitant. Ma sœur m'a vu la première. Elle a eu l'air surprise, presque soulagée, comme si ma présence signifiait quelque chose de bon. Lucas ne m'a remarqué que lorsque je me suis arrêté devant eux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait d'esclandre. J'ai simplement ouvert la pochette et je la lui ai tendue. Il a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi, la confusion traversant son visage. Ma sœur s'est penchée pour voir ce que je lui montrais. Son expression a changé lentement. D'abord la curiosité, puis la confusion, puis une raideur qui s'est répandue comme du givre. À l'intérieur du dossier se trouvaient les documents qu'Alexandre avait vérifiés, les schémas financiers, les dépôts publics, les résumés de litiges, les captures d'écran de forum. Rien d'enjolivé, rien de spéculatif, juste la vérité arrangée dans un ordre clair. L'attitude de Lucas s'est fissurée immédiatement. L'assurance s'est vidée de sa posture, remplacée par une lueur de panique qu'il ne pouvait pas masquer. Sa bouche s'est pincée, ses joues ont rougi. Il a cherché des excuses qui se sont effondrées avant même de pouvoir se former. Ma sœur a reculé légèrement, sa respiration irrégulière. Les invités autour de nous commençaient à remarquer la tension, leur conversation s'atténuant en murmures prudents. Mes parents se sont approchés, leurs expressions passant de l'irritation à l'alarme en voyant les papiers. Je n'ai rien expliqué. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas raconté ses actions. J'ai seulement dit une phrase. Calme, stable, indéniable. Tu devrais savoir qui tu as épousé. Le silence qui a suivi était plus lourd que toute confrontation que j'aurais pu orchestrer. La réaction de Lucas a fait le reste, sa défensive, ses tentatives frénétiques pour rejeter les preuves, son incapacité à fournir une explication cohérente. Chaque réponse en révélait plus que les documents eux-mêmes. Ma sœur l'a regardé se décomposer en temps réel, le masque poli dont elle était tombée amoureuse s'effondrant devant une salle entière. Mes parents ont réagi exactement comme je l'attendais. Ils m'ont blâmé. Ma mère a insisté sur le fait que j'essayais de gâcher la journée. Mon père a dit que je ramenais tout à moi. Leurs mots ne portaient aucune surprise. Ils étaient les échos de chaque moment où ils avaient rejeté ma perspective en faveur de quiconque se tenait plus droit, parlait plus fort ou projetait de la certitude. Je ne suis pas resté pour me défendre. Je n'ai pas attendu de validation ou d'excuses. Je me suis éloigné du groupe qui se formait autour du couple, j'ai dépassé les rangées de tables et je me suis dirigé vers la sortie. Personne ne m'a suivi. Pas mes parents, pas ma sœur, pas même Lucas, qui était trop occupé à se démener pour sauver l'image qu'il avait construite. Dehors, l'air semblait plus léger. J'ai atteint ma voiture, posé le dossier désormais vide sur le siège passager et je me suis assise un instant, laissant les sons de la réception s'estomper derrière moi. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne ressentais aucun regret. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Nette, propre, attendue depuis longtemps. Couper les ponts n'était pas dramatique. Ce n'était pas douloureux. C'était nécessaire. En m'éloignant, j'ai compris quelque chose à quoi j'avais résisté pendant des années. Parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas celle qui nous protège. Parfois, le rôle qu'il nous assigne est trop petit pour la personne que nous sommes réellement. Et parfois, partir n'est pas un abandon, c'est du respect de soi.